قبل ما استلم له الكرسي وضعه كان يعني كيف بدي لك بعصب كثير، بدوج كثير لأنه بيزحف على الأرض. حسيت أنا بعد ما استلمت الكرسي صارت حالته منيحة، يعني شخصيته قويت، حتى إذا بدي أنا درجه طلعه ما عاد بده، عم يحاول لحاله. نحن كمتطوعين قدرنا نغير من سلوكيات العالم من خلال النوادي اللي كنا نعملهم، من خلال المستوصفات وقت كنا نعمل توعية صغيرة عن مواضيع صحية، كان عن السكري، ضغط، عناية ما قبل الولادة، عناية ما بعد الولادة. الأحداث بلشت عنا من أكتوبر 8 2023. خلال كل هيدا السنة كل الفريق عم بيجي من مناطق كتير بعيدة ليكون موجود بالمركز ويقدم الخدمات لكل المستفيدين اللي نحن اوريدي we're targeting. وكمان كان عنا عيادة نقالة عم تتنقل على كل الضياع الموجودة. كان الموضوع شوي مقلق لأنه مثل ما شايفين يعني عنا ضربة هون كتير قريبة على المركز، في عنا وورنينجز حوالين المركز كله كانت. هيدا الموضوع كتير أثر صراحة على طريقة وصول المرضى والناس اللي بحاجة لميديكال اتنشن طبعاً لعنا على المركز هون. صار في كتير ضرر اكشلي بكل الطوابع، يعني بالماينس 1 والجي اف وحتى على الطابع الأول. ونحن كنا عم نتردد على مراكز النزوح، كنا عم نتجول فعلياً كلنا كفريق بسيارة الإسعاف تقريباً. أوقات بنكون متواجدين هون بالمركز بيوصل وورنينج مثلاً أو تحذير بالضبط مطرح ما نحن موجودين، نضطر نحمل أغراضنا والأدوية طبعاً ونحمل حالنا ونروح. فنحن كل عمرنا حد أهلنا وكل عمرنا رح نضلنا حد أهلنا، ولا مرة رح نكون عم نتخلى عنهم. Merci beaucoup. Vous avez vu une vidéo qui parle d'un projet qu'on mène depuis quelques années avec Première Urgence Internationale, mais c'est aussi dans le cadre d'un consortium avec l'ONG libanaise Amel et Médecins du Monde, qui sont nos partenaires. Et donc c'est l'occasion d'abord de remercier nos partenaires pour cette belle collaboration et de remercier aussi l'Agence française de développement qui nous finance ce projet, ainsi que le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères qui apporte son soutien financier pour ce projet. Voilà, donc je vais commencer par, poursuivre en présentant nos invités qui nous font aussi l'honneur d'être ici. À commencer par Pierre Micheletti, que je crois on n'a même plus besoin de présenter, hein, puisque voilà, c'est un personnage de l'aide humanitaire, donc médecin et humanitaire, qui est en plus aussi professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble sur les questions de santé publique. Voilà, Pierre a un parcours assez riche, puisqu'il a été aussi président de nombreuses associations comme Médecins du Monde notamment, Action contre la faim aussi. Il a été aussi au sein du conseil d'administration de SOS Méditerranée récemment. Voilà, un parcours remarquable. Merci beaucoup Pierre d'être parmi nous, et j'oublie aussi une casquette qui est celle d'auteur, puisque tu es aussi l'auteur de plusieurs livres, d'ouvrages, pas que spécialisés sur l'humanitaire, mais aussi des romans. Et donc voilà, je recommande chaleureusement les livres de Pierre. Nous avons aussi la chance et l'honneur d'avoir le professeur Ziad Majed. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec M. Majed, on s'était rencontrés donc sur un plateau télé. J'avais accompagné le directeur des opérations, Olivier, qui est là, sur le Liban justement. Et donc c'était vraiment l'occasion de parler de la situation dans le pays. C'était à peu près il y a 2 ans. Donc ce sera intéressant de voir ce qui a évolué depuis notre dernière intervention. Professeur Ziad Majed, vous êtes professeur et chercheur universitaire à l'Université américaine de Paris, et vous êtes aussi pas mal sollicité dans les médias pour justement commenter la situation. Vous avez été l'auteur de nombreux ouvrages et d'articles sur la situation au Liban, mais aussi dans la région. Voilà, que vous êtes aussi le spécialiste, et donc vos éclairages nous seront précieux aussi pour un décryptage géopolitique. Et on a l'honneur aussi d'avoir Kevin Charbel, notre chef de mission Liban, qui a fait le déplacement spécialement.
et qui va aussi nous parler non seulement du projet, mais voilà, en général sur les challenges qu'on peut avoir en tant qu'humanitaire dans un contexte aussi volatile que complexe, mais aussi riche que le Liban. Donc merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Peut-être on va commencer, peut-être qu'on peut faire défiler les slides. On va commencer peut-être par un éclairage plus général, un peu macro. Je vais commencer par donner la parole à Pierre sur, voilà, vous l'aurez compris, on va traiter des questions de santé publique au Liban. Et avant de parler plus spécifiquement sur le contexte au Liban, l'idée c'était de voir un petit peu quels étaient les aspects plus généraux en matière de santé publique et d'avoir un cadre théorique, conceptuel sur voilà, qu'est-ce qu'on entend par santé publique. Et donc voilà, Pierre, je te laisse dérouler les 3 points essentiels qui te paraissaient nécessaires de rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amal. J'ai plein de raisons d'être content et honoré d'être là. D'abord parce que je retrouve plein de compagnons de route comme Amal, comme Frédéric Tissot, je pense tout à l'heure avec l'arrivée de Thierry Morisset, etc. À côté des personnes, il y a des institutions aussi pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. Médecins du Monde, bien sûr, magnifique organisation qui travaille en France et à l'international. Et puis à Amel, dont une représentante est présente et dont je connais bien le président, le docteur Kamel Mohana sur place. Bon bref, je suis en terrain vraiment chaleureux, je trouve. Et puis je suis aussi content de pouvoir évoquer le Liban, ce petit pays qui, moi dans ma vie d'humanitaire, il est petit, mais c'est un tel concentré du télescopage, d'éléments de compréhension de la complexité du Proche-Orient. Le Liban m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, je crois, et je pense qu'on aura un éclairage beaucoup plus éminent que le mien, mais comme humanitaire de terrain, ce pays m'a beaucoup aidé à comprendre le télescopage culturel, religieux, des intérêts géostratégiques de la région, comme une espèce de maquette de la complexité du Proche-Orient à l'échelle de ce petit pays. Alors j'ai un challenge, je dois vous expliquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la santé publique en un quart d'heure. Le petit film dit l'essentiel parce qu'on voit déjà que quand on va parler du Liban aujourd'hui, du point de vue des questions de santé et de santé publique, il nous présente à la fois des personnes qui nous parlent du diabète, de l'hypertension, du handicap, c'est-à-dire de questions de santé inhérentes à la société libanaise, et puis on a un brusque coup d'accélérateur à la fin sur ce bruit de fond des questions de santé auxquelles est confronté le pays ou était confronté le pays. On a une brusque accélération, une brusque détérioration de tous les mécanismes qui sont de nature d'habitude à servir d'étayage aux questions de santé. Donc on va sûrement, et ensuite dans la présentation de Kevin, après qu'on ait eu l'éclairage politique de Ziad, on va voir se télescoper ces logiques. Donc moi, mon job, c'est de vous dire quels sont un certain nombre de repères qui fondent les actions en matière de santé publique, sachant que les concepts dont je vais vous parler, ça fait le lien entre les deux aspects du film, leur dégradation s'accélère avec un conflit armé. Alors, je ne sais plus qui je dois regarder pour le timing, la personne voilà, qui est censée me réprimander, j'ai bien d'avoir un allié dans la place. On peut peut-être envoyer la première diapo. La première diapo, je l'emprunte au professeur Jean-Pierre Deschamps, qui est pédiatre et qui était professeur de santé publique à Nancy. Et ce petit schéma, qui paraît tout simple, peut rapporter gros parce que il illustre ce qu'est censé être une politique vertueuse en matière de santé publique, mais on pourrait l'appliquer aux politiques publiques en général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le boulot consiste à essayer de faire augmenter la zone de superposition entre les besoins, et on entend par besoin les analyses exprimées par des experts en la matière. La demande, c'est plutôt ce qui émane de la population, la demande sociale sur des questions de santé, je vais rester sur la question de la santé, et la réponse qui est comment les politiques publiques doivent essayer de tenir compte à la fois du point de vue des experts, de la demande sociale de la population, et faire une offre de services qui se superpose. Le but du jeu, la convergence la plus vertueuse, c'est d'augmenter la surface de superposition entre la convergence de ces trois types de préoccupations. Alors, si on prend
des sujets importants au Liban d'avant la guerre ou au Liban sans la guerre sur les questions, les principales causes de mortalité. On peut prendre par exemple la question des maladies cardiovasculaires qui sont évoquées dans le film, une des principales causes de mortalité. De façon plus étonnante, plus étonnante du point de vue épidémiologique, le cancer du sein est une cause de mortalité très importante dans ce pays. Et puis on a une accélération là liée à la dégradation politique sur la mortalité maternelle en couche ou sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans, etc. Donc tout le but du jeu, c'est, ou aussi une des 10 premières causes de mortalité, c'est les accidents de la circulation et les télescopages entre voitures. Donc voilà comment, si on prend la question de la mortalité cardiovasculaire à cause des comportements alimentaires, à cause de la sédentarité, à cause de la consommation de tabac, comment faire en sorte que ce diagnostic étant posé dans l'analyse des besoins dans les professionnels, faire en sorte que la demande sociale de la population adhère à considérer qu'il s'agit là d'une priorité de santé publique, et comment du coup le système, l'offre de services gouvernementale dans l'idéal ou des ONG dans des situations comme le Liban va chercher à répondre du mieux possible à cette problématique pointée par des experts, admise par la population générale comme un vrai enjeu qui la concerne. Et ensuite, le job des politiques publiques, c'est de répondre autant que faire se peut aux attentes de la population, mais en ne dérogeant pas aux analyses qui sont portées par les experts. Ce petit schéma est très important, et pas que pour les politiques publiques. Ensuite, je vais aborder un autre sujet que Ziad va lui beaucoup détailler, c'est que une action de santé publique, c'est pas une action de laboratoire, ça se passe dans la vraie vie, et vous êtes tous des super pros du montage de projets et de la conduite de projets. Et quand on écrit des projets pour un financeur, il y a à un moment donné, dans l'écriture du projet, une phase qui s'intéresse à la description du contexte. Parce que, encore une fois, un projet, ce n'est pas un exercice de laboratoire, une expérience de laboratoire. La conduite d'un projet, elle est indissociable des éléments contextuels qui vous sont rappelés ici dans ce concept très important de déterminant de la santé. Le contexte climatique, démographique, économique, la situation politique et sécuritaire vont complètement percoler dans l'intégralité de votre conduite de projet. Et donc, toute action devra apporter un éclairage sur un instant T, qu'est-ce qu'il en est de l'analyse contextuelle. Et vous avez là un outil qui permet de segmenter l'analyse contextuelle de façon un peu artificielle, mais si vous remplissez toutes les cases, vous avez rendu compte de la complexité d'un contexte en séquençant l'analyse politique, l'analyse économique, l'analyse météorologique, etc., etc. Donc ça aussi c'est important parce qu'on va voir que dans le cas du Liban, certains de ces déterminants sont absolument dégradés par la brusque accélération de la violence et la reprise du conflit. Et donc forcément, un programme de santé publique que vous auriez écrit il y a 2 ans ou il y a 5 ans ne sera pas traité de la même façon dans la nouvelle analyse contextuelle qui prévaut au Liban aujourd'hui. Une autre diapositive à suivre, qui est peut-être le principal message que je voudrais vous faire passer parce qu'il sert dans tous les contextes, c'est la notion d'inégalité sociale de santé. Qu'est-ce que c'est que les inégalités sociales de santé? C'est une approche théorique qui veut, enfin pas que théorique, mais aussi qui se traduit dans des réalités épidémiologiques, qui est que, en fonction de sa catégorie sociale, de sa catégorie socio-économique d'appartenance, on n'est pas impacté de la même façon par les questions de santé. C'est ça la notion d'inégalité sociale de santé. Il y a même des études très élégantes qui ont été faites en région parisienne, où on voit que ce gradient socio-économique, si on prend la ligne A du RER, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que d'ouest en est, eh bien, l'impact des pathologies était différent le long de la ligne A du RER, pour illustrer cette notion d'exposition à des risques de santé directement corrélés aux facteurs socio-économiques. Et comment ça se traduit dans la vraie vie, dans une approche qui ne soit pas que conceptuelle? Eh bien, c'est qu'en fonction de sa catégorie sociale d'appartenance, socio-économique, on n'a pas la même espérance de vie.
On n'a pas la même espérance de vie au sein de la population d'un pays. Et vous verrez dans la dernière partie de mon propos, on n'a pas la même espérance de vie en fonction du pays dans lequel on réside. Toutes choses étant égales par ailleurs. Et le principal message est comment en arrive-t-on là? Comment aboutit-on au fait qu'en fonction de sa catégorie socio-économique, on va avoir une espérance de vie différente? Là aussi, en segmentant de façon un petit peu artificielle, c'est la résultante de 3 mécanismes intriqués. Et si vous réfléchissez, vous ne faites pas autre chose, quelle que soit votre action sur le terrain, quelle que soit votre fonction, vous ne faites pas autre chose qu'essayer forcément d'agir sur un de ces 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est qu'en fonction de sa catégorie sociale d'appartenance, on ne vit pas dans le même environnement, au sens large. L'environnement de la bouffe, l'environnement de l'agressivité du travail, l'environnement de la sérénité sécuritaire, l'environnement, etc. Et ça, c'est un des cofacteurs qui pèsent énormément dans les modèles théoriques. Non content et si jamais je suis un ouvrier du bâtiment, eh bien, je ne vais pas vivre dans le même environnement qu'un médecin ou qu'un ingénieur de chez Hewlett-Packard en région grenobloise. Cet aspect environnemental est prédominant. Deuxièmement, non seulement je ne vis pas dans le même environnement, mais en fonction de notre catégorie, nous n'avons pas le même bagage informationnel sur ce qui est favorable et défavorable à notre santé. Bon, on vit dans un environnement en général plus agressif, on n'a pas les connaissances qui nous permettent d'être plus discriminants sur la façon de se repérer face à des dangers qui nous guettent, que ce soit lié à nos pratiques alimentaires, que ce soit lié à nos pratiques professionnelles, à notre consommation de tabac, etc. Et le troisième axe, c'est que quand survient une dégradation de notre santé, en fonction de notre catégorie sociale, nous ne nous heurtons pas aux mêmes difficultés pour accéder au système de santé. Et c'est la dernière diapositive conceptuelle, celle qui vous montre quand j'ai besoin d'aller consulter ou de rentrer dans le système de santé, à quel type de difficulté puis-je me heurter? Et vous avez là un schéma qui est fondamental. Je peux être en difficulté pour accéder à des professionnels de santé parce qu'ils sont loin géographiquement, parce que je n'ai pas la capacité financière, parce que je suis sur des représentations culturelles qui font que, et culturelles qui ne sont pas qu'exotiques. En France, c'est très discriminant de rentrer dans un CMP avec son enfant, parce que si on rentre avec un CMP avec son enfant, c'est que notre petit garçon ou notre petite fille, il est un peu zinzin parce qu'on va voir un pédopsychiatre dans un CMP. Donc voilà, on peut mettre ça au niveau des représentations. Il y a des représentations qui sont discriminantes, mais ça peut être aussi parce que les questions politiques, si je suis un étranger en situation irrégulière en France, je peux m'exposer à être identifié si jamais je me déplace dans certaines circonstances. Si je suis dans un pays en guerre, eh bien, pour me déplacer, pour aller voir un professionnel, je peux exposer ma vie. Ça, c'est le contexte politique. Et puis, un phénomène très important, il y en a deux du point de vue des pratiques humanitaires, c'est tout ce qui est les aspects psychiques. J'ai en souvenir en particulier du camp de réfugiés d'Herzal au Liban, où des réfugiés syriens avaient franchi la frontière pour aller dans ce camp. Et une des difficultés auxquelles se confrontaient les équipes de Hamel, c'était que les gens avaient subi un tel psychotrauma qu'ils ne venaient pas spontanément consulter dans les lieux de consultation de Hamel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel niveau de dépression et de syndrome post-traumatique lié aux conditions qui avaient conduit à traverser la frontière et à se réfugier, il y avait une espèce de sidération psychologique dans le camp de réfugiés. On avait beau mettre une tente de Médecins du Monde ou de Hamel au milieu, ils ne veulent pas. Situation qu'on retrouve aussi dans la grande précarité en France, par exemple chez les SDF, qui est que, avec toutes les théories qu'on a développées aujourd'hui, sur le aller vers. Parce que quand des populations se trimballent des tels niveaux de dégradation psychologique, et avec le syndrome dépressif qui va de pair, la dépression qui se caractérise par une inhibition psychique et motrice, donc les gens, comme ils sont inhibés, il faut aller au contact. Ça, sur le terrain
humanitaire, vous le verrez souvent. Et l'autre commentaire que je voudrais faire, c'est sur les critères d'accessibilité dites fonctionnels. Vous pouvez réunir toutes les autres conditions, mais quelquefois, c'est le fonctionnement du système qui devient discriminant. C'est par exemple le médecin généraliste en France ou le spécialiste qui ne veut pas prendre en consultation quelqu'un qui est titulaire de l'aide médicale d'État ou de la CMU. C'est une forme de discrimination liée au comportement ou à la dégradation du système de santé. Aujourd'hui, au Liban, on a une raison fonctionnelle de la dégradation, c'est la fuite des cerveaux. C'est un pays qui a perdu, selon les estimations, Ziad le nuancera peut-être, 40% de ses médecins et on estime 30% de ses sages-femmes. Vous pouvez avoir les moyens financiers, habiter en face d'un professionnel. Si le pays a une fuite des cerveaux des professionnels de santé à la hauteur de ce que je suis en train de vous dire, votre difficulté d'accéder au système de santé résultera entre autres de cette entrave dite fonctionnelle. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vais terminer par, donc je vous disais, ça vaut au sein, ce type de discrimination fragmente une société nationale, mais quand on compare des pays de niveau de développement très différents, eh bien on a le même type de comparaison et un des continents, si on peut se permettre de globaliser le continent africain, un des continents qui est le plus discriminant du point de vue de ses inégalités sociales de santé, c'est le continent africain. On pourrait nuancer bien sûr à l'envie, l'Afrique du Sud c'est pas le Maroc, et le Maroc c'est pas la RDC, et la RDC, Kinshasa c'est pas le Kivu. On pourrait nuancer tout ça, mais regardez ce que ça donne les statistiques au niveau global sur le continent africain. Donc voilà un pays qui, on est en 2010-2015, compte environ 10% de la population mondiale à ce moment-là. Il en compte déjà 15% aujourd'hui. Et voilà ce que donne l'accélération énorme des mécanismes que je vous ai décrits. Sur l'ensemble du continent, espérance de vie 60 ans. Je vous rappelle qu'en France, elle est de 79 ans chez les hommes, 85 ans chez les femmes. Qu'au Liban, elle est environ presque 75 ans chez les hommes, presque 80 ans chez les femmes. Et sur l'ensemble du continent africain, 60 ans. Voilà en quoi je vous disais tout à l'heure que cette notion d'inégalité sociale de santé, ce n'est pas qu'une vision conceptuelle, ça se traduit par ce genre de statistiques au niveau international. Et bien que à la date où j'ai extrait ces données, le continent est représenté 10% d'habitants, il concentrait 70% de la mortalité mondiale par le VIH, 50% de la mortalité maternelle, qui est un excellent indicateur de développement socio-économique. La mortalité maternelle, c'est la mortalité des femmes au décours d'une grossesse. C'est un indicateur clé. Vous avez deux indicateurs qui sont comme les lignes de la main du point de vue de la santé internationale. C'est la mortalité maternelle et c'est le TMM5, cher à l'UNICEF, le taux de mortalité des moins de 5 ans. Quand vous avez ces deux indicateurs, leur valeur numérique vous dit d'emblée dans quel type d'environnement vous êtes. Et malgré tout, et pour terminer, 10% à l'époque de la population mondiale, 3% des professionnels de santé, parce que c'est aussi une aire géographique. Là, on parle beaucoup des phénomènes de migration et de migration sélective. C'est aussi un continent à qui on pompe pas mal ces professionnels de santé. D'accord ? Et tout ça va encore se dégrader, puisque les projections démographiques laisse à penser que l'Afrique pèsera 25% de la population mondiale en 2050 et 40% de la population mondiale en 2100, avec un phénomène accéléré d'urbanisation sauvage qui va démultiplier les mécanismes de construction des inégalités sociales que je vous ai décrites. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Pierre. Je pense que les éléments que tu as montrés permettent d'avoir ce cadre global sur qu'est-ce que la santé publique et les déterminants de la santé publique. Et tu as évoqué plusieurs points sur les déterminants sociaux, les déterminants fonctionnels, les déterminants environnementaux et les déterminants politiques. Et donc c'est pour aussi donner la parole ensuite à Ziad Majed sur ce focus politique et notamment sur celui du Liban. Et on voit qu'effectivement un des aspects clés, c'est la stabilité politique qui peut garantir un service public fonctionnel et qui peut le mettre à mal.
Et donc, voilà, si vous l'acceptez, Zied Majed, j'aimerais vous donner la parole pour savoir où en est aujourd'hui le Liban. On est dans une phase politique, voilà, peut-être qu'on peut qualifier d'un nouveau chapitre. À vous de nous dire si c'est le cas, avec voilà, un nouveau président, un nouveau gouvernement, peut-être une trêve qui... voilà, qui peut-être a été discutée, respectée, voilà, quels sont les éléments qui nous encouragent à voir de bon augure ce qui va se arriver, ou au contraire les facteurs à risque pour cette stabilité du Liban. Voilà. Merci beaucoup. Je suis honoré d'être là et très content de pouvoir partager un peu sur une situation qui, pour beaucoup de Libanais maintenant, s'améliore, même si c'est temporaire, disons. Et par rapport à votre question, chaque 3 ou 4 années, on a cette habitude de parler d'un moment crucial ou d'un moment historique au Liban. Donc, depuis l'indépendance du pays, on n'a pas cessé de passer d'un moment historique à un autre et d'une crise qualifiée d'existentielle à une autre. Il est vrai que si on regarde l'histoire contemporaine du pays, et pour prendre ce que disait Pierre par rapport au fait que le Liban a reflété à maintes reprises des dynamiques conflictuelles de la région, mais aussi peut-être la richesse dans la diversité culturelle et autres de la région, sauf qu'il y a eu dès le début une certaine fragilité, à la fois dans son système politique, mais aussi par rapport à son propre regard sur lui-même et sur sa région. Il y a une formule que certains et certaines connaissent, celle que 2 négations ne font pas une nation, qui a été évoquée par un intellectuel journaliste qui parlait de la négation plutôt que d'affirmer ce qu'on est, parlant dans ce sens-là du compromis de 1943, quand le Liban a eu son indépendance, entre un camp qui était un peu plus attaché à l'idée d'un nationalisme arabe, d'une nation syrienne, et qui a accepté l'indépendance du pays en tant que compromis, encore une fois, et un autre camp qui n'était pas si triste de rester sous l'égide de la France, attaché à la France, et qui de son côté a fait ce divorce avec la France pour accepter l'idée du Liban. Donc entre nationalisme arabe, entre une identité libanaise qui se veut toujours attachée à la francophonie, à la France, il y a toujours eu un certain malaise, mais avec le temps, je pense qu'il a été dépassé. Par contre, il a laissé des traces politiques et on va les retrouver à chaque fois qu'il y a une crise dans la région. En 1958, par exemple, la Syrie et l'Égypte de Nasser ont décidé de construire la République arabe unie. Donc il n'y a plus d'Égypte et de Syrie, mais un seul État. Au Liban, on a été un peu divisé, partagé entre ceux qui considéraient que pourquoi pas le Liban peut faire partie de cette nouvelle République, et d'autres qui vont préférer d'être plus proches d'une autre alliance régionale qu'on appelait le Pacte de Bagdad, qui était une alliance plutôt pro-occidentale, pro-américaine, et ils considéraient que cela peut les préserver, peut les protéger de Nasser et de son appétit, et de l'appétit du nationalisme arabe qui peut digérer les petites nations, notamment celles qui n'ont pas tout à fait réglé leurs questions entre guillemets identitaires. Donc il y a toujours eu cette question-là, et le système politique libanais n'a jamais aidé à dépasser certains clivages. Il a plutôt consolidé des clivages, notamment les clivages confessionnels. Pourquoi? Parce que dès le début, et dès 1926, donc bien avant l'indépendance, sous le mandat français, il y a eu un système politique qui a été mis en place avec une certaine élite politique et juridique libanaise, qu'on appelle un système consociatif. Que veut dire consociatif? C'est-à-dire à la fois ce système doit toujours, au niveau des institutions, respecter des quotas de représentation confessionnelle entre les différents blocs confessionnels libanais, chrétiens et musulmans, mais au sein de la communauté chrétienne entre maronites, grecs orthodoxes, catholiques, arméniens orthodoxes, arméniens catholiques, minorités, etc. Et du côté musulman, entre sunnites, chiites, druzes et alaouites. Comment répartir toujours les quotas dans une certaine parité? Elle va évoluer vers une parité, mais elle était jusqu'en 89
Plutôt, pour chaque 6 chrétiens, il y a 5 musulmans. Après, on est devenu 50-50, 50%, 50%, sans prendre en considération la démographie. Ça, c'est une autre question, je vais la signaler un peu plus tard. Donc, répartir les postes entre les représentants des communautés, d'où la fameuse formule président de la République est chrétien maronite, le chef du Parlement est musulman chiite, le Premier ministre est musulman sunnite. Même au niveau des institutions, cette affaire va être projetée sur l'administration, sur l'armée, sur les examens pour obtenir un poste. Il faut toujours garder en tête des quotas. Et en plus de cela, il faut y avoir souvent des décisions prises soit avec un consensus, soit avec la majorité des 2 tiers, et non pas la majorité absolue, ou 50% plus 1. L'idée ou la philosophie derrière cela, c'est que si on a 50% plus 1, on peut exclure les représentants de certaines communautés, tandis que si on parle d'une majorité à 2 tiers, 1 tiers, ça va, il peut y avoir toujours des alliances intercommunautaires où le tiers en question n'est pas la représentation d'une communauté spécifique. Et cela va évidemment rendre toutes les grandes décisions très difficiles. On peut paralyser les institutions à travers de ce fonctionnement-là, et on l'a vu à travers l'histoire du pays. Oublions pour un moment la guerre civile, puis les invasions syriennes et surtout israéliennes avec l'occupation qui va durer très longtemps. Mais même au niveau du fonctionnement des institutions, il y a eu souvent des crises ne permettant pas, par exemple, l'élection d'un président. Au Liban, le président de la République est élu au sein du Parlement, ce n'est pas le suffrage universel. Donc il suffisait de temps en temps que les représentants d'une certaine communauté au sein du Parlement ou d'un tiers plus 1 décident de boycotter ou de saboter une élection pour que cette élection n'ait pas lieu. Même chose au niveau du gouvernement. Il y a eu des moments où le tiers des ministres se retire d'un gouvernement. Il peut perdre sa légitimité, surtout s'ils sont les représentants d'une communauté spécifique. Et donc, le système a connu énormément de phases où il était paralysé, où les institutions ne fonctionnaient pas. Et quand les institutions ne fonctionnent pas, c'est plutôt dans la rue, c'est plutôt au niveau des forces politiques à l'extérieur des institutions que les compromis ou les conflits peuvent se jouer, permettant également à plusieurs acteurs de la région de chercher des alliances pour les instrumentaliser, pour les manipuler, et permettant à certains groupes au Liban d'aller chercher aussi des alliances à l'extérieur pour consolider leur position afin soit d'aller vers une confrontation ou vers un accord, vers un dialogue, ou vers des trêves, etc. Donc dans un système politique où on est surtout identifié en tant que Libanais ou Libanaise par notre identité primordiale, c'est-à-dire ce qui est écrit sur notre carte d'identité quand nous sommes nés, soit on est musulman, soit on est chrétien, chiite, etc. Peu importe après si on décide d'être athée, si on n'est pas très concerné par le fait ou le phénomène religieux, on reste identifié en tant que musulman chiite, chrétien maronite, druze, etc. Et quand on doit postuler au niveau de l'administration publique, c'est comme ça qu'on peut obtenir la possibilité d'accéder à un poste. Si on veut se présenter aux élections, c'est à partir de cette identité qu'on est candidat, et on ne peut pas être candidat là où on le souhaite, ni là où on vit, où on paye des impôts, où on reçoit des services, où on est actif. On doit se présenter vers au niveau de certains sièges qui sont accordés à notre communauté. Donc si je suis chrétien, je ne peux pas me présenter, disons, à Hamra, à Beyrouth, parce que, chrétien maronite, disons, parce que je dois me présenter à Ashrafi, et même si je vis à Hamra, ou si je suis musulman, je ne peux pas me présenter là où je vis, je dois me présenter là où il y a un siège qui est accordé à ma communauté. Donc ça crée énormément de problèmes, et au niveau municipal, ça change toute la donne, parce que peut-être plus d'un tiers des Libanais et des Libanaises aujourd'hui vivent à Beyrouth. Sauf que quand ils vont élire la municipalité, ils vont aller élire dans leur région d'origine, qu'ils soient du Sud-Liban ou du Nord ou de la Bekaa, là où ils ne profitent pas des services municipaux, là où ils ne payent pas les impôts, là où ils peuvent même ne pas avoir une maison, même pas une résidence secondaire ou une maison de famille,
mais ils doivent se déplacer pour aller voter, et cela crée au niveau des municipalités également beaucoup d'inégalités, que ce soit par rapport aux ressources, par rapport à la légitimité de la municipalité et de son travail. Tout cela sans parler du contexte évidemment guerrier dans lequel nous avons été à maintes reprises. En 1958, il y a eu une mini-guerre civile de 2 mois qui s'est soldée par un accord entre le président américain Eisenhower et le président égyptien Nasser, avec aussi certaines élites à l'intérieur du pays qui vont essayer de régler le malentendu qui a mené à cette mini-guerre civile. Et puis, à partir de 1975, le pays explose, une guerre civile qui va durer jusqu'en 1990, avec des invasions du régime syrien, puis d'Israël, avec le facteur palestinien est un facteur important, puisque depuis 1948-49, avec la Nakba en Palestine, des dizaines de milliers de Palestiniens, qui vont devenir des centaines de milliers de Palestiniens, se trouvent réfugiés au Liban. Ils ont été chassés de la Palestine, et donc ils ont été dans 14 camps de réfugiés à travers le pays. 12 existent toujours aujourd'hui. Dans ces camps-là, la population palestinienne n'a pas le droit de travailler. Il y a des restrictions sur sa mobilité. Et l'idée, c'est que si les Palestiniens restent au Liban, ça va modifier la démographie du pays. Ça peut aussi mener à la fin du droit de retour. Le droit de retour, selon une résolution onusienne de 1949. Donc, énormément d'enjeux qui font qu'avec la politisation des Palestiniens et la montée en puissance de l'OLP, à partir des camps du Liban et à partir de la frontière sud du Liban, un militantisme, un activisme palestinien va avoir lieu, épaulé et soutenu par une jeunesse de gauche libanaise, par certains groupes musulmans libanais, face auxquels la droite chrétienne est crispée, elle a peur des conséquences, elle considère que cela va peser sur toute la formule libanaise, va engager le pays dans un conflit qu'il n'a pas choisi, et donc avec les questions d'inégalité sociale, avec les questions de différents agendas politiques, tout cela mène à la guerre, et durant cette guerre-là, le régime syrien trouve l'opportunité d'envahir le Liban, puis Israël trouve également l'opportunité, première invasion israélienne en 1978, qui, 2 ans après l'invasion syrienne, deuxième invasion israélienne qui va jusqu'à Beyrouth en 1982, et qui déjà ravage le pays. On oublie qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias qui couvrent 24 heures sur 24, mais l'invasion de 82 a fait plus de 20 000 morts au Liban. En quelques mois, ça a commencé début juin, jusqu'à fin août, Beyrouth a été assiégée, assoiffée, bombardée par la marine, par l'aviation, par l'artillerie lourde, jusqu'au départ des combattants palestiniens. Puis il y a eu des combats de rue à l'intérieur de la ville, quand les chars israéliens sont rentrés, face à la gauche et aux groupes qui ont fait face à cette invasion-là. Et l'occupation israélienne va durer jusqu'à mai 2000, donc 22 ans, sauf que les Israéliens se retirent d'une région après l'autre, tout en préservant la zone occupée du Sud-Liban, qu'ils ont appelée la zone de sécurité. Bien qu'il y avait évidemment plusieurs résolutions onusiennes, dont la résolution 425 de mars 78, stipulant un retrait israélien immédiat du Liban. Immédiat, ça a pris 22 ans, et encore, puisqu'il y a eu un territoire, une région qui va rester sous occupation, même si elle n'est pas tout à fait libanaise, mais ça c'est un autre sujet, puisque dans les cartes des Nations Unies, elle est un territoire syrien. Donc, je parle évidemment des femmes de Chevron. Donc le pays a connu une catastrophe aussi durant cette guerre, avec le nombre de morts, le nombre de blessés, les traumas, les déplacés internes, les gens qui ont fait leur vie dans une autre région qui n'est plus la leur, et le départ de centaines de milliers de Libanais vers l'étranger, dont des médecins, dont des architectes, des ingénieurs, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs, des paysans dont les régions rurales ont été frappées par les bombardements et par l'occupation. Il y a des villages du Sud-Liban, par exemple, qui étaient dans la zone occupée par Israël jusqu'en 2000, où la majorité de la population se trouvait au Michigan, aux États-Unis, ou bien en Australie, ou bien en Afrique, bien qu'une minorité seulement est restée chez elle. Et on peut parler de plusieurs régions qui ont évidemment connu beaucoup de départs vers l'extérieur. Et la question démographique au Liban est importante, puisque
on n'a pas de recensement. Le dernier recensement a eu lieu quand? Une idée? 1932. Et en plus, 1932, certains disent que c'était une projection du vrai recensement qui a eu lieu en 1922. Depuis, il n'y a que des estimations. Pourquoi? Parce que chaque communauté préfère se montrer plus nombreuse qu'elle est véritablement. Et s'il y a un vrai recensement, ça peut créer des inquiétudes, des craintes. Par contre, on a des indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chiffres. On a des indicateurs à travers les listes électorales, puisque les maires, les registres, qui est mort, qui est né, etc., tout est inscrit. Et chaque 4 ans, parfois chaque 2 ans, ça dépend, on demande aux maires de faire le bilan, et il y a à partir de là des estimations sur la population, sur tous ceux au moins qui ont plus de 21 ans, qui est l'âge de vote au Liban. Ce n'est pas 18 ans, ça c'est aussi un autre problème. À 18 ans, on est justiciable, on conduit, on fait le service militaire, mais pour voter, c'est 21 ans. Et ça, c'est évidemment un grand problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les jeunes, 18 ans, ils sont encore libérés du poids de la communauté, ils n'ont pas encore postulé dans leur majorité à des jobs, donc la question confessionnelle est moins présente chez eux, ou chez une partie du moins, donc on les laisse jusqu'à 21 ans pour voter, et puis certains disent, ah, les chrétiens ont, je ne veux pas regarder les minutes là-bas, certains disent que du côté chrétien, il y a une crainte que la démographie chez les musulmans est plus galopante, donc avec le temps, il va y avoir un décalage. On n'est plus à 50-50, on est probablement aujourd'hui 35-65, voire 30-70. Ça crée des mythes, ça crée des craintes, ça crée des fantasmes, et on parle de la nécessité de rapatrier, ou du moins de donner la nationalité aux Libanais qui sont au Brésil. Peut-être majoritairement ils sont chrétiens, ça peut créer de nouveau un rapport de force permettant au système de survivre. La femme libanaise ne donne pas la nationalité à son époux et à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre fantasme qu'il y a plus de Libanaises mariées à des musulmans étrangers qu'à des chrétiens étrangers, donc puisque les enfants suivent la religion du père, hein, ça va créer encore un autre problème. Et puis par rapport aux chiffres, puisque c'est une culture d'estimation, il y a tout le temps des estimations extrêmement exagérées par rapport aux réfugiés palestiniens et surtout depuis 2011 par rapport aux réfugiés syriens. Certains disent 2 500 000, 3 millions, 1 million, 1 500 000. On n'a pas des chiffres exacts, mais il y a des études. L'Université américaine de Beyrouth a fait des études sur la population palestinienne au Liban. Elle ne dépasse pas les 350 000, puisque beaucoup de Palestiniens sont partis. Et leurs conditions au Liban sont très difficiles. Quand je dis sont partis vers l'Allemagne, vers les pays scandinaves, vers le Canada, et de toute façon, dans les camps palestiniens, ils sont plus ou moins de facto assiégés. Ceux qui sont à l'extérieur, certains ont obtenu la nationalité libanaise. Du côté syrien, on est à entre 1 million à 1 500 000, certains disent un peu plus, mais de toute façon c'est énorme puisque tout le pays compte 4,5 à 5 millions d'habitants, donc ça crée l'une des concentrations les plus importantes de réfugiés au monde, dans une situation qui, depuis 2020, je vais accélérer, connaît une crise économique et financière terrible. Jamais le Liban n'a connu une crise pareille, parce qu'il y a à peu près 90 milliards de dollars de dépôts dans les banques qui se sont évaporés, entre guillemets. Ce n'est pas un phénomène naturel d'évaporation. Ces sommes-là, elles ont été utilisées, mal gérées, par l'association des banques, par des choix de politique financière et économique de l'État qui n'étaient pas justifiés, par une fuite d'une partie vers l'étranger, vers l'extérieur, et donc pour beaucoup de Libanais, il n'y a pas d'accès à leur compte bancaire. Ils peuvent avoir un retrait de 150 $, de 400 $ par mois selon les plafonds, mais leurs sommes et leurs économies restent pour le moment théoriques, hypothétiques, en attendant un plan de redressement financier qui va probablement commencer bientôt. Et il faut ajouter à cela qu'à peu près 50%, voire plus, des Libanais n'ont pas du tout de compte bancaire. Donc eux, ils ne sont pas affectés par la crise ou par l'effondrement du système bancaire, mais plutôt par l'inflation, par le chômage, par le fait que la livre libanaise a perdu sa valeur.
1 dollar faisait 1500 livres libanaises, aujourd'hui 1 dollar fait à peu près 90 000 livres libanaises. Ce changement a eu lieu en moins d'1 an. Donc vous pouvez imaginer le choc que les gens ont subi avant que leur salaire commence un peu à s'ajuster, avant que la diaspora ne se mobilise et envoie à chaque famille 100 dollars par-ci, 100 euros par-là, avant que certaines organisations internationales comme de la société civile libanaise ne fournissent plus de services et de travail. Mais cela a eu un grand effet sur le système de santé, je le sais par des proches. Les médicaments ne sont pas toujours présents sur le marché, les prix sont extrêmement chers, les hôpitaux, après l'explosion du port de Beyrouth en 2020, ont subi également un choc et la situation est devenue de pire en pire. Et puis il y a eu pendant longtemps toute une absence de l'État central qui n'arrive plus à travailler, avec en plus, et là je viens à l'actualité directe, une guerre qui a commencé à Gaza, qui se transforme en génocide en Palestine, et puis qui rattrape le Liban. Hezbollah, qui est un parti politique libanais fondé en 1983 au sein de la communauté chiite, et qui est resté armé après la guerre, étant donné qu'il était considéré comme un parti résistant à l'occupation israélienne après la fin de la guerre civile. Ce parti-là, engagé dans un axe régional avec Téhéran, ouvre le front du Liban avec Israël et clive la société libanaise par rapport à cela. On peut toujours dire que c'est un acte contre l'intérêt du Liban, comme ceux qui peuvent dire que c'est le devoir des Libanais de soutenir les Palestiniens. Ça, c'est un débat, on peut, si vous voulez, c'est philosophique, c'est éthique, on peut en parler, mais par rapport aux Libanais, c'était clivant, ça les a divisés. Et de toute façon, les conséquences de la guerre, et la férocité israélienne, et les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité commis par Israël durant cette guerre-là, ont dévasté le sud Liban, la banlieue sud de Beyrouth, beaucoup de régions dans la Bekaa, et le pays en général. Mais suite à la fin de cette guerre, fin entre guillemets, parce que le cessez-le-feu est très fragile, parce qu'aujourd'hui, le 18 février, c'était le dernier délai d'un retrait total des troupes israéliennes qui ont occupé certaines localités au Liban, sauf qu'elles ont décidé de garder 5 points stratégiques, refusant de se retirer. Et c'est un casse-tête, que faire avec? Est-ce qu'une résistance militaire peut avoir lieu? Probablement non. Est-ce qu'un effort diplomatique pour libérer ces zones-là peut aboutir? Je ne pense pas, avec Trump et avec le gouvernement Netanyahou, et en général une complicité ou une neutralité de la part de la communauté dite internationale et même de plusieurs pays arabes. Est-ce qu'une reconstruction maintenant de l'économie peut commencer, qu'enfin il y a eu un gouvernement libanais formé et une élection d'un président de la République? C'est possible, parce qu'il y a aujourd'hui un président sérieux, un gouvernement, peut-être l'un des meilleurs gouvernements que le Liban a connu depuis de longues années, avec des personnes qualifiées au sein de ce gouvernement-là, et avec aussi l'absence d'un tiers capable de paralyser le gouvernement, puisque la formule qui a été trouvée par le Premier ministre et les différents groupes politiques a fait que personne ne peut avoir le tiers plus 1 ou le tiers tout simplement pour bloquer une situation. Donc il y a des signes d'espoir par rapport à un redressement économique, par rapport à des réformes politiques, mais il va y avoir 2 ou 3 grands défis. Le défi de la continuité de l'occupation israélienne dans 5 localités. Comment distribuer la perte au niveau du système bancaire, au niveau économique, entre banques, États et clients, ou entre dépositeurs, entre les Libanais eux-mêmes qui ont perdu leur argent. Et donc, quel redressement économique, dans quelle vision, qu'en est-il de la justice sociale au sein de ce développement-là? Et puis, il y a toute la question des armes de Hezbollah, du monopole de la violence par l'État, quelle armée, comment reconstruire l'armée, comment faire face aux menaces israéliennes. Et je termine par une autre, disons, note d'espoir, à partir de ce gouvernement qui peut faire des choses, notamment au niveau des réformes, et qui a 2 grandes échéances, élections municipales mai 2025, élections parlementaires mai 2026. Peut-être cela va reconstruire le paysage politique, l'élite politique, mais en plus avec un changement positif pour le moment, après on ne sait pas comment ça va se poursuivre, en Syrie,
avec la chute du régime Assad qui a régné pendant 54 ans et qui a détruit la Syrie et en partie le Liban. Donc peut-être qu'avec un moment positif en Syrie, avec un gouvernement au Liban qui peut travailler, ou du moins qui a l'intention de travailler, il peut y avoir, disons, des tendances positives face à la négativité absolue de l'occupation israélienne, de la menace israélienne et de la menace aussi d'un monsieur, bien que lointain, qui s'appelle Donald Trump, mais qui reste très imprévisible et qui reste très dangereux. Et personnellement, je prends au sérieux ce qu'il dit par rapport au déplacement de la population de Gaza, par rapport à une mainmise sur Gaza. Je prends au sérieux ces menaces s'agissant de la région, parce que non seulement personne, ni en Europe, ni dans la région, ne répond d'une manière claire et avec un plan alternatif, mais en plus, avec les conditions à Gaza suite aux destructions, aux massacres, avec les cancers, avec la poussière, avec une reconstruction pour le moment impossible, si jamais il force les Égyptiens à ouvrir les frontières, si jamais il force les Jordaniens à ouvrir les frontières, si l'extrême droite israélienne poursuit sa volonté d'annexer la Cisjordanie, il peut y avoir des changements démographiques qui déstabilisent de nouveau toute la région et qui peuvent déstabiliser le Liban aussi, puisqu'on n'est pas une île loin de tout cela. Donc entre quelques espoirs, entre des craintes, le Liban est toujours au milieu, mais peut-être, je termine pour de vrai maintenant, connaissant un peu les organisations, les associations, la société civile, la AMEL et autres, ayant travaillé moi-même pendant 10 ans à la Croix-Rouge libanaise durant la guerre et après cette guerre-là, mené des campagnes citoyennes pour les élections, avant même l'engagement politique ou universitaire, etc., il y a un potentiel énorme qui peut aussi faire face à beaucoup de risques et à beaucoup de dangers, et je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éclairages très très complets, à la fois des aspects structurels du Liban qui font toute sa composition politique, culturelle, identitaire, confessionnelle, mais aussi la formule qui est souvent reprise de celle d'un pays qui vit la guerre des autres. Et vous l'avez aussi illustré avec tous les enjeux régionaux et on le voit. Il y a cette carte ici qu'on a mise qui reflète l'état de la dernière guerre. En tout cas, les attaques, c'est le nombre d'attaques. Et donc on voit où est-ce qu'elles sont concentrées géographiquement, mais bien évidemment, elles ont un impact sur l'ensemble du pays. Et vous avez aussi évoqué l'aspect économique. On est dans un contexte de destruction assez importante. Et donc pour que le pays se relève de tout ça, il n'y a pas que la condition politique d'un gouvernement stable, etc. Il y a aussi comment reconstruire dans un état de destruction comme celui-ci. Et puis, il y a une autre image que j'ai mise aussi, qui est un peu le symbole de cet arbre, en fait, ce tronc d'arbre, mais avec les fissures qui sont là aussi, qui montrent aussi toute la fragilité aussi du système. Donc, merci pour tous ces éclairages. On aura l'occasion d'en revenir aussi à travers les questions, notamment. Et surtout la reconstruction, peut-être, durant les questions. Oui, tout à fait. On vous gardera un moment pour ça, tout à fait. Je vais passer la parole à Kevin pour aborder aussi le challenge qu'en tant qu'acteur humanitaire, dans un contexte où on l'a vu, les crises se superposent, il y a des crises internes au Liban, il y a des événements fâcheux comme une explosion d'un port qui impacte aussi lourdement la population, des guerres extérieures qui viennent aussi impacter la stabilité, et dans tout ça, il y a des gens qui ont besoin juste d'accéder à des services essentiels. Et comment est-ce que dans ce contexte-là, on intervient pour faire en sorte que les gens aient accès à de l'eau, à de la nourriture, à des soins de santé. Comment est-ce qu'on travaille au Liban aujourd'hui en tant qu'humanitaire? Petite question très simple. Ok, en 15 minutes, je vais essayer de... Premièrement, merci pour ces interventions extrêmement intéressantes. Je voulais presque vous céder mes minutes à moi, parce que vraiment, c'est tellement passionnant. Moi je suis là aujourd'hui pour vous faire un petit peu l'image de qu'est-ce qui se passe au Liban, comment on intervient en tant qu'humanitaire,
Je vais passer par le projet qu'on travaille dessus avec l'Agence française de développement, avec nos collègues, et je suis content d'avoir nos collègues ici, Marion de Hamel et Chloé de MDM, qui vont nous parler aussi un petit peu brièvement de leur côté. Et si on peut juste revenir vite fait à cette image des dégâts, parce qu'on va parler du projet, l'image d'avant. La carte, oui, voilà. Juste, on va parler du projet AFD, on va parler de l'intervention de PU, on va parler de comment une organisation humanitaire se repositionne en guerre, comment on répond quand d'un jour à l'autre on va d'un contexte de paix vers un contexte de guerre. Mais ici, vous voyez, la carte représente l'intensité des bombardements. Mais en gros, ce que vous voyez devant vous, c'est sur une période de 2 mois et quelques, presque 14 000 frappes aériennes à travers le pays. Ça représente un nombre de frappes énorme comparément à d'autres conflits modernes. C'est 14 000, et ça c'est conservateur. Et ça ne compte pas des instances d'attaque d'obus traditionnelles, des attaques des chars, des attaques traditionnelles à l'intérieur et sur la frontière. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'intensité du conflit. Mais en termes de nombre d'attaques, c'est quelque chose de jamais vu aussi, sauf à côté de Gaza évidemment. C'est difficile à comparer parce qu'à chaque fois en tant qu'humanitaire, on se disait avec l'équipe, à chaque fois, tous les soirs, on se disait oui mais c'est pas Gaza. Mais en même temps, on a 14 000 frappes aériennes en dessous de 2 mois. Donc je voulais juste faire l'exemple, parce qu'on va parler bientôt de ça, mais l'intensité du conflit est quelque chose qu'il faut aborder ensemble et discuter comment on répond en tant qu'humanitaire dans un conflit, pas juste un conflit, mais un conflit intense. Un conflit où les humanitaires sont ciblés, un conflit où les infrastructures civiles sont ciblées, dont les infrastructures soutenues par des ONG, qui appartiennent à des ONG, et on va entendre de Hamel bientôt. Mais voilà, donc on va commencer peut-être vite fait en discutant le Liban, le contexte de santé au Liban, comment se positionne PU, Hamel, MDM et l'AFD ensemble, comment on essaye de construire une réponse de santé primaire dans le pays. Et puis on va aborder le sujet de comment on a répondu pendant la guerre. Donc premièrement avec l'AFD, on fait un pas en arrière, un petit bref sur le contexte de santé au Liban. Ziad, vous avez déjà parlé un petit peu de l'infrastructure publique qui existe au Liban, qui a été vraiment, je vais dire, dysfonctionnelle, même avant la guerre civile au Liban, mais depuis la guerre civile, vraiment, ça a créé un système où les infrastructures civiles et les organes publics ne peuvent pas soutenir les besoins de santé au Liban. Donc ce qui s'est passé, c'est une espèce de développement organique, et ça s'adapte de la population, de la nature résiliente et entrepreneuse de la population libanaise, mais en parallèle, s'est développé un système de santé au moins au niveau primaire, mais aussi au niveau secondaire, au niveau hospitalier, des associations et des systèmes d'un secteur privé qui a fermé ce gap au niveau santé primaire et hospitalier, dont la population libanaise en général pouvait avoir accès. Ça marchait pour la population libanaise. Depuis 2011, quand on a eu l'afflux des réfugiés syriens, le HCR s'est positionné pour essayer de combler ce gap et ce besoin à l'accès de santé pour les Syriens. Mais depuis 2011, le budget du HCR, pour que vous le saviez, c'est diminué de 50%. Donc on arrive à un contexte en 2019 où déjà le budget du HCR est divisé en deux. On a maintenant un contexte qu'on appelle multicrise. Dans le secteur humanitaire, c'est un mot qu'on utilise parce qu'à chaque fois, c'est un peu difficile de dire. Bon, il y a l'explosion, il y a le Covid, il y a l'économie qui s'effondre et puis il y a la guerre. C'est long. Donc on dit multicrise libanaise entre 2019 et qui dure jusqu'à maintenant. Et là, on voit un contexte où même la population libanaise perd accès à la santé primaire. Même la santé primaire, et la santé secondaire, hospitalière, évidemment aussi. Mais la santé primaire, elle perd accès. Pourquoi? Parce qu'on a cette catastrophe économique qui se passe, que la valeur de l'argent se dégringole jusqu'à 98% de moins. Donc, vous en avez parlé. Un exemple concret, par exemple, ils ont un policier libanais qui se fait $1000, $1200 par mois. De un jour à l'autre, il se fait $40 à $60 par mois. Donc, pouvoir
est dans un contexte d'inflation extrême, de plus de 200%, 230%. Donc pouvoir soutenir sa famille et de pouvoir accéder aux services de base, même pour une population libanaise qui, avant cette crise, pouvait avoir accès à un système privé ou un système associatif où il fallait payer quand même une cotisation, cette personne-là n'a plus accès. Et toute sa famille n'a plus accès non plus. Et donc, le système parallèle qui a été construit parce que l'État est dysfonctionnel, il marche tant qu'il y a de l'argent dans l'économie. Mais une fois que l'économie s'effondre, eh ben, on ne peut plus payer pour accéder à ces services. Et le Liban, une des bonnes choses avec le Liban, c'est qu'il existe une infrastructure. On l'a bâtie nous-mêmes. C'est hors de l'État, pas avec le soutien de l'État. Donc l'infrastructure est là. Il y a les cliniques primaires, il y a des docteurs. Oui, il y a un brain drain, c'est vrai. Mais en même temps, le Liban était un des pays qui avait le plus de docteurs per capita de la plupart des pays dans la région, même comparé aux pays européens. Donc il reste une capacité humaine à soutenir les besoins de santé primaire, mais l'accès à la santé primaire est ce qui manque. Donc, comment répondre à ce besoin? On va utiliser le projet qu'on travaille avec l'AFD dessus comme exemple, et qu'on va discuter un petit peu en général. Mais avec l'AFD, alors on a conçu un projet, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille avec l'AFD, donc en 2020, directement l'AFD a décidé de rejoindre le défi de comment combler ce gap qui existe entre les besoins de la population et le manque d'accès aux soins de santé, et en plus le manque de budget du côté des UN pour les populations réfugiées syriennes, palestiniennes, avec l'UNRWA et tout ça. Donc en premier temps, c'est offrir l'accès, mais un accès inclusif aussi. Donc c'est pas que l'accès aux populations libanaises, mais c'est l'accès à tous qui ont besoin de soins primaires. Comment faire? À 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de pouvoir subsider, d'intervenir au niveau primaire avec les cliniques primaires qui sont un petit peu éparpillées à travers le pays, de soutenir des services qui existent déjà là. Donc pouvoir enlever les barrières d'accès, ça veut dire subsidier le prix d'une consultation pour que monsieur ou madame, tout le monde puisse accéder aux cliniques en payant vraiment quelque chose de nominal et avoir leurs services de qualité. Le deuxième élément, c'est qualité, c'est assurer que la qualité dans les centres primaires sont au niveau et que les gens qui accèdent puissent faire confiance à ce niveau de qualité. Le deuxième élément très très important, c'est de travailler au niveau systémique. Donc, c'est pas assez de juste, et c'est pas durable de soutenir juste en subsidiant les consultations dans les PHC. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est travailler au niveau systémique, soutenir l'État et le ministère de la Santé qui veut faire un changement dans le pays pour les aider à switcher le système vers quelque chose qui est durable et sensible d'une perspective d'inclusion. Donc, durable financièrement, sensible d'une perspective d'inclusion, parce que, comme Ziad l'a dit, au Liban, on a une richesse confessionnelle et de différentes populations, mais évidemment, il faut faire très attention qu'on inclue tout le monde. Et ça inclut les réfugiés syriens, ça inclut les Palestiniens, les Arméniens, les Irakiens, toutes les catégories de populations qui ont été accueillies au Liban depuis, même avant sa création. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est la cohésion sociale, où il faut intégrer ces éléments à l'intérieur d'un centre de santé, parce que le centre de santé, c'est où les communautés se rencontrent, c'est un des endroits où ils se rencontrent. Et il faut être sûr que les soins de santé sont éparpillés correctement et également à travers ces communautés pour éviter d'avoir des tensions communautaires. Voilà, et donc on travaille là-dessus avec l'AFD depuis 5 ans maintenant. Je crois qu'on est arrivé à plus de 300 000 patients servis, dont ils ont reçu plus d'1 million de services de santé grâce à ce soutien. Donc c'est un projet qui vraiment est au niveau systémique, et on est à la table avec le ministre de Santé en train de discuter, dont le deuxième niveau, System Strengthening, de soutenir le ministère comment prendre les bénéfices de ce projet, les lessons learned de ce projet, et comment les appliquer à un niveau national à travers tout le pays. Voilà, donc ça c'est sous le projet AFD, très très important. On va entendre de l'aide de MDM et de RAM et de leur perspective aussi, et peut-être à un moment de l'AFD s'ils peuvent prendre la parole après, putting you on the spot, désolé, mais c'est très 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 important, et ça fait partie d'un projet qui s'inscrit dans
le contexte humanitaire au Liban, mais aussi le contexte de développement et de stabilisation de l'État qui est nécessaire pour avoir un futur durable au Liban. Donc, vraiment, ce projet est conçu de manière que je trouve saine. Je peux le dire comme ça parce que c'est pas moi qui l'a conçu. Je suis arrivé après ça, mais c'est bien conçu comme projet. Au Liban, ce projet s'inscrit dans les interventions de PU sur le niveau primaire. PU au Liban, on est un acteur assez grand au niveau santé. On travaille aussi au niveau hospitalier. Bon, Ziad l'a mentionné et on va en parler quand on discute de la guerre. Le manque d'accès au niveau hospitalier était quelque chose de dramatique aussi pendant la guerre, mais avant la guerre aussi, l'accès au niveau hospitalier est vraiment un problème. Il y a un manque de médicaments, mais aussi il y a un manque d'accès à des services life-saving, comme on appelle, au niveau hospitalier. Donc PU se positionne aussi pour pouvoir soutenir les hôpitaux à servir les populations qui autrement n'auront pas accès. Un bon exemple de ça, c'est les femmes enceintes qui sont à haut risque. Donc nous, on soutient ces femmes pour aller accoucher au niveau hospitalier avec une gynéco plutôt qu'accoucher quelque part dans un centre familial au niveau plus basique. Ça a réduit le taux de mortalité maternelle d'une manière conséquente. Et ça, c'est un autre exemple d'intervention de PU et d'intervention au niveau systémique de santé qui est très important au Liban. C'est ça que le point que je voudrais faire aujourd'hui, c'est qu'il existe une infrastructure. L'enjeu, c'est d'offrir l'accès à cette infrastructure et d'assurer la qualité dans cette infrastructure pour les populations les plus vulnérables. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui, Amal. Merci, Kevin. Je vais peut-être donner la parole, sauf si tu as encore un élément à rajouter. On va parler de la guerre maintenant, mais sinon, oui. Comme le temps file et que du coup, je voulais peut-être ouvrir d'abord les questions et puis donner aussi la parole à nos partenaires de Hamel et Médecins du Monde, mais je te laisse le soin d'introduire la question de la guerre avant de passer la parole. Il reste combien de minutes? 3. 3 minutes pour discuter de... je sais pas, peut-être je te lance la question, Marion. Après, écoutez, ok. Donc ça, c'est le contexte dont on intervenait avant la guerre. Il faut parler avant la guerre, il faut parler pendant la guerre et puis après la guerre. Donc 3 minutes, c'est difficile, 1 minute par sujet. Avant la guerre, c'était ça. C'était un contexte humanitaire, mais aussi où il fallait travailler au niveau systémique, d'essayer de créer un système durable et rationnel pour pouvoir transférer le soutien international vers l'État et que l'État puisse reprendre cette responsabilité et avancer avec. La guerre nous a touchés. Je vous ai parlé au début qu'une chose qui est bien au Liban, c'est qu'on a une infrastructure. Et bien, pendant la guerre, cette infrastructure a été ciblée. Je vous le dis directement, elle a été ciblée. Même de notre côté, on a plusieurs centres qui ont été directement ciblés, dont plusieurs centres de nos collègues Hamel aussi, on va en parler. Ça, voilà, vous voyez une photo là c'est un centre de Hamel que vous voyez, les 2 trous que vous voyez là, ça c'est des impacts de chars qui ont ciblé ce centre directement. Voilà, donc on veut parler de actes contre le droit international humanitaire. Vous avez une photo devant vous qui vous montre l'effet de ce genre d'action hors VIH. Et ça c'est qu'un exemple. On a plusieurs exemples qui ont été ciblés pendant la guerre avec des médecins et des infirmières à l'intérieur, des patients à l'intérieur qui sont morts pendant les bombardements. Donc quand une infrastructure qui existait avant, quand cette infrastructure est ciblée dans un pays qui est déjà en train de souffrir de problèmes économiques et d'accès à la santé, on revient maintenant, on oublie tout ce que je viens de dire et on doit parler à rétablir une infrastructure de base de santé publique. Parce que sinon, on arrive dans une problématique où la santé publique est à risque, du coup. C'est pas juste une question d'accès, c'est une question d'existence d'infrastructures pour pouvoir gérer les pathologies et les maladies qui viennent avec un contexte où c'est pas juste le système de santé, mais c'est aussi le système sanitaire qui a été détruit, le système d'eau, le système de transportation, tout a été détruit dans ces zones. Il n'y a pas eu de qualification. Et donc on revient maintenant,
une fois qu'on arrive à avoir accès à ces zones qui viennent d'être libérées, on voit le dégât civil qui s'est fait aux infrastructures civiles. Et on a un petit peu peur du résultat sur la santé publique qui arrive maintenant. Donc on est en consultation avec nos bailleurs de fonds, avec nos collègues dans d'autres ONG pour voir comment on peut répondre dans une zone qui a été dévastée par un conflit, où il y a un vrai risque à la santé publique maintenant. Comment on réagit? On ne peut pas juste rentrer, offrir des services non durables avec des unités mobiles. Il faut qu'on commence à parler d'une reconstruction de l'infrastructure civile. Et là, on peut ouvrir cette conversation, peut-être Ziad, vous voulez en parler après, mais c'est absolument crucial pour qu'on puisse venir en soutien à ces équipes, à ces populations qui ont été lourdement affectées par le conflit. Voilà, j'ai essayé d'être bref, mais désolé. Merci beaucoup, Kevin. C'était parfait. On aura aussi l'occasion de revenir là-dessus avec les questions. Peut-être avant de l'ouvrir justement aux questions-réponses, peut-être vous donner la parole à Médecins du Monde et à Ramel, si vous voulez ajouter, compléter. Bonjour à tous, donc peut-être déjà juste représenter Amel et deux petits points juste pour faire le lien avec les sujets qui ont été abordés. Donc moi je m'appelle Marion Fab, je suis coordinatrice des programmes de santé, incluant la santé mentale qui est aussi évidemment une préoccupation sur les prochains mois. Donc pour l'ONG Amel au Liban, l'ONG Amel c'est une ONG libanaise qui a été créée en 1979, donc à la suite de la première invasion israélienne au sud du Liban, donc qui a été créée au sud du Liban et qui est malheureusement avec les multiples crises dont on a parlé, a évolué et intervient aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. On travaille à travers 24 centres, dont 14 ont été partiellement ou totalement, on l'a vu pour un de ces centres, endommagés pendant le conflit. Et effectivement, et comme le disait Kevin, ces centres étaient pour autant identifiés comme des infrastructures humanitaires, donc devraient être protégés par le droit international humanitaire. Et on travaille également, et on parlait tout à l'heure de Aller Vert, via des unités mobiles. Donc on est passé de 8 à 17 unités mobiles pendant le conflit, puisqu'une des logiques c'était de se rendre vers des collectifs shelters où étaient les personnes déplacées. Donc 1 200 000 personnes ont été déplacées par le conflit pour pouvoir répondre aux besoins, et évidemment continuer de travailler aussi dans les camps de réfugiés syriens qui n'ont pas forcément eu accès à ces collectifs shelters. On parlait d'inclusion aussi tout à l'heure, c'était une des difficultés pendant le conflit. Et donc je voulais juste revenir sur 2 points peut-être et faire le lien sur la suite de la conversation, peut-être sur le développement. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a des infrastructures de santé. Avant la crise économique, les Libanais surtout se tournaient vers la médecine privée. Et une des externalités positives, si on peut dire ça, je ne suis pas sûre que ce soit le cas, puisque c'est lié à la paupérisation malheureusement de la population libanaise, mais en tout cas, nous on l'a vu dans nos centres, les Libanais se sont tournés vers les centres de santé primaire. On est passé, donc je suis arrivée au Liban il y a 3 ans, les ratios étaient d'à peu près 70% de Syriens et 30% de Libanais dans les patients. Aujourd'hui, on est plus à 50-50. Donc, et quand on parle de renforcement du système de santé, de durabilité, etc., c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, ces centres de santé jouent un rôle aussi en termes d'engagement communautaire, de stabilité sociale, de réduction des tensions, etc. Donc ça, c'est un des premiers points. Et peut-être juste pour faire le point avec le lien avec la reconstruction, le deuxième point, c'est que, et là je vais prêcher pour ma paroisse en tant qu'ONG locale, mais un des sujets au Liban, c'est effectivement la localisation de l'aide aussi. Il y a une société civile qui est forte, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui ont été les premiers répondants et pendant le conflit actuel et après l'explosion du port de Beyrouth, évidemment et en coordination avec les ONG internationales. Et on parlera peut-être de la reconstruction après. La logique aujourd'hui, et ce pourquoi on pousse nous aussi, et je sais que c'est un constat partagé avec les partenaires de Médecins du Monde et de Première Urgence, c'est de s'assurer que ces organisations de la société civile soient aujourd'hui incluses dans les processus de consultation, de concertation sur la reconstruction, et ne soient pas seulement que les répondants dans l'urgence, et qu'après elles soient malheureusement écartées effectivement du processus de reconstruction. Voilà, pour faire très bref. Bonjour, Chloé, donc pour Médecins du Monde. J'ai été coordinatrice générale au Liban jusqu'à la fin du mois de novembre. Pour Médecins du Monde, effectivement, dans le cadre de la réponse et du consortium avec Amel et PUI, on a eu l'occasion
de complémenter, on va dire, de se compléter en termes de réponses et de spécificités qu'on a pu apporter au système. Comme le mentionnait Kevin, ce consortium est un consortium qui pèse lourd aussi au Liban dans les réflexions et dans les discussions qu'on peut avoir avec le ministère de la Santé, puisque quand on parle quand même de l'accès aux soins de santé primaire, si je ne m'abuse, ce consortium représente le deuxième. Le premier, PUI, en fait aussi partie. Donc effectivement, acteur clé sur la dimension de la santé primaire qui nous permet aussi d'avoir voix à ce chapitre et de porter d'autres thématiques qui sont peut-être moins portées dans d'autres cadres. Nous, on travaillait beaucoup avant le conflit sur les accès aussi de santé mentale et de soutien psychosocial. Le conflit, malheureusement, a montré et a exacerbé ses besoins. Marion le mentionnait à nouveau, et c'est vraiment des choses sur lesquelles il va être très très important d'investir et de continuer en fait tout ce qui a été développé pour permettre et continuer de permettre aux populations d'avoir accès à ces services de santé à un niveau primaire, puisqu'il y a toujours un enjeu quand on parle de santé mentale sur ces dimensions-là. Une autre dimension aussi extrêmement importante et sur laquelle on a travaillé conjointement au sein du consortium, c'est toutes les questions aussi qui touchent à l'inclusion. C'est-à-dire que l'ensemble des populations, aussi quel que soit le genre, puissent avoir accès à des services de qualité. Et on parle aussi bien évidemment de tout ce qui touche aux prises en charge des violences basées sur le genre, qui sont en plus exacerbées par les crises, et qu'on a eu l'occasion de voir au sein des centres qu'on appuie et à travers les services qu'on dispense. Voilà, je pense qu'en très gros par rapport à l'action et à l'action conjointe, je pense qu'un autre point que je voulais aussi souligner, c'est que effectivement ce consortium est en place depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a une plus-value certaine qui a été démontrée de par la complémentarité et du positionnement des 3 ONG en termes de plus-value et d'efficacité, en termes d'approche, que ce soit d'un point de vue de complémentarité thématique, on va dire, ou d'expertise que peuvent apporter les différentes ONG, mais aussi de positionnement. Les positionnements de PUI et toute l'approche à un niveau systémique, les positionnements d'AMEL sur tout le travail de cohésion sociale et les positionnements aussi de Médecins du Monde par rapport à ces approches sur la santé mentale, mais aussi sur l'inclusion, va permettre d'avoir des échanges qui sont riches et de nous enrichir mutuellement pour apporter une réponse qui est d'autant plus efficace et qui fait d'autant plus sens dans le contexte dégradé du Liban aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais vous redonner la parole, mais peut-être je vais prendre des questions s'il y en a, puisque je on va vous donner la possibilité de réagir. Il reste 10 minutes. Voilà. Il reste 10 minutes. Bah, peut-être. Je vais laisser la parole d'abord à Benjamin qui représente plutôt l'AFD au Liban. Je prendrai rapidement la parole sur la question de la santé. On va essayer de pratiquer. Bonjour, je suis Benjamin Wakil, c'est du Liban, Syrie à l'AFD. Depuis peu, donc je suis entré en fonction il y a peu longtemps, donc je laisserai la parole rapidement à Aurore qui a vraiment travaillé sur le projet en soi. Mais juste pour faire une petite rétrospective sur l'AFD, on est présent effectivement au Liban depuis 1999. La santé est vraiment un secteur prioritaire, c'est vraiment un secteur de concentration, et notamment encore plus en fait, avec le contexte actuel. À savoir que c'est environ 100 millions d'euros dans notre portefeuille actuellement en cours d'exécution, donc les projets qui sont en cours sur le secteur de la santé, sur 320 millions d'euros investis au Liban. Donc voilà, c'est un point vraiment crucial avec des projets assez emblématiques, par exemple l'hôpital Rafik Hariri. Effectivement, c'est un hôpital qui trace effectivement un soutien de l'AFD, a pu aussi se construire une résilience et une capacité de répondre aux crises, notamment on l'a vu au moment de l'explosion du Dipper, qui a eu cette capacité de répondre à un moment assez difficile. Et notamment l'AFD s'est aussi beaucoup adapté à travers des nouveaux outils, notamment un outil qu'on appelle MUNCA, qui nous permet de réagir beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'efficacité face effectivement à un contexte assez multicrise. Donc voilà, sur ce, je remercie énormément tous nos partenaires et je vais laisser Aurore en dire un peu plus sur l'AFD et le secteur de la santé au Liban. Merci pour l'organisation de l'événement, c'est très intéressant et c'est bien qu'on puisse aussi
parler de ce qu'on a fait ensemble, parce que vous avez fait surtout ce qu'il y a aidé au Liban. C'est très particulier pour nous de la façon dont on intervient aujourd'hui au Liban, parce qu'on est vraiment à la limite entre l'humanitaire et le développement. Par ailleurs, c'est effectivement particulier, comme l'a expliqué Kevin, parce que le projet il a évolué avec les crises. C'était d'abord un projet de réponse à la crise syrienne, qui est devenu un projet de réponse aussi aux différentes crises libanaises, et qu'on essaye aussi d'institutionnaliser. Malgré tout, malgré la réponse à la crise, il y a quand même des choses qui se sont institutionnalisées et qui ont permis de renforcer le secteur de la santé primaire, qui est un secteur aussi très particulier au Liban, parce qu'il y a 300 structures dans un pays qui est relativement petit, des structures qui sont aussi bien privées non lucratives, qui sont parfois soutenues. Donc aujourd'hui, il y a un tiers des structures de santé primaire publiques, privées non lucratives. C'est vraiment toute plein de petites niches qui sont soutenues par l'Union européenne et par la France. Et on est quand même dans un... On a besoin en fait, de se projeter dans cette collaboration aussi avec l'État, qui s'est maintenant, avec ce nouveau gouvernement, on espère aussi qu'on va arriver à rentrer dans un partage des tâches et dans une réflexion sur l'avenir de cette santé primaire. Parce que c'est aussi très particulier pour nous d'intervenir directement en appui à la prise en charge des consultations des populations. C'est quelque chose qu'on fait rarement, parce qu'elle était plutôt en investissement. Donc là, on est vraiment en appui dans le cadre d'une crise, et on essaie de voir ensemble comment on peut aussi essayer de traverser cette crise et d'en tirer des apprentissages pour consolider ce secteur. On espère que ça va fonctionner. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, il n'y a toujours pas de questions, enfin, ne soyez pas timide, hein, allez-y. Mais sinon, je redonne la parole à... Oui. Je voulais juste... Pardon. Attends. Pardon, oui, au niveau géopolitique, au niveau politique, le Liban est-il une démocratie? Le mot corruption n'a jamais été prononcé. On va prendre plusieurs questions, peut-être. Il y en a déjà 2. Eh bien, allez-y, je vous donne... Je veux bien réagir avant d'oublier sur l'intervention de Kevin, parce qu'elle est vraiment emblématique de ce que j'ai cherché à vous faire passer sur l'arborescence des critères d'accessibilité aux soins. Cet outil il est fondamental. Ce que nous dit Kevin, c'est les cliniques qui ont été disposées sur le territoire, elles illustrent au moins 4 critères de cette arborescence de l'accessibilité. Elles répondent à un critère géographique, rapprocher les lieux de consultation des lieux de vie de gens. Un critère fonctionnel, parce que non seulement il y a des structures, et dedans il y a des professionnels et il y a des médicaments. C'est le critère fonctionnel. Troisièmement, le critère financier, puisque les soins dans ces cliniques sont censés être accessibles à la population, même précaire. Et quatrièmement, ce qu'il nous a dit, c'est que par ailleurs, il y a un maillage territorial qui essaye de respecter des équilibres intercommunautaires. C'est la dimension de l'accessibilité culturelle. Tout ça pour vous redire que ce schéma, d'un point de vue dans votre pratique professionnelle, sur le terrain, sur les questions de santé, il est très opératoire. Merci Pierre. Je ne sais pas si vous voulez compléter peut-être sur la reconstruction. Peut-être je laisse la parole à Ziad pour ce commentaire. Voilà, pour est-ce que le Liban est une démocratie? Juste pour peut-être dire, moi j'ai dit que l'État est dysfonctionnel. C'est dans le sens large qui inclut la corruption, mais d'autres facteurs qui font que l'État est dysfonctionnel. Mais plutôt pour le contexte de la question de démocratie, Ziad. Alors, je commence par la question de la corruption, peut-être avant, et je vais la... Je ne vais pas soulever un débat... Non, ne vous inquiétez pas, c'est un autre débat tout à l'heure. Non, alors pour la corruption, je ne l'ai pas évoqué en détail, mais certainement la corruption au Liban est un cancer qui a toujours existé au niveau des administrations, au niveau de la classe politique libanaise. Mais je dirais aussi qu'il y a une autre forme de corruption qu'on appelle au Liban le clientélisme ou le népotisme, et qui est très lié au système confessionnel. Puisqu'on parle par exemple de santé, la grande partie ou la majorité des forces politiques qui sont devenues des forces de milices durant la guerre par exemple, avaient aussi des systèmes de santé entre guillemets, des dispensaires, de services médicaux. Ils ont eu dans certains cas des institutions d'enseignement
on n'évalue pas la qualité, mais à partir de ce système-là aussi, on renouvelle régulièrement le confessionnalisme, la dépendance par rapport aux notables politiques, par rapport aux forces politiques. Et ce clientélisme-là, c'est aussi quand les chefs des communautés, à travers des quotas, peuvent imposer des personnes non qualifiées dans des postes de l'administration au nom de la défense des droits de la communauté ou du parti politique. Et un exemple qui n'est pas nécessairement un exemple de corruption, mais qui montre dans l'après-guerre, par exemple, comment un parti qui est Hezbollah a élargi sa base sociale, c'est pas seulement par son acte militaire face à Israël qui lui crée une certaine crédibilité chez une partie des Libanais, mais aussi à travers son énorme réseau de soutien social, d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires, de fourniture de tout ce qui est matériel, parfois scolaire, d'institutions pour les familles des martyrs, etc. Donc, il y a une corruption, oui, mais il y a aussi un clientélisme et il y a des forces politiques non étatiques qui sont capables de distribuer des services, vu l'absence de l'État central et du rôle de cet État central, qui permettent à ces forces-là toujours de reconstituer leur base sociale, de l'élargir et de l'utiliser durant les élections. Et donc si on parle d'élections et liant cela à la démocratie, je ne dirais pas que le Liban est un pays démocratique, non, mais c'est un pays qui est semi-démocratique dans le sens où il n'y a pas de prisonniers politiques, on peut manifester, il y a une liberté d'expression plus ou moins relativement parlant correcte, il y a une diversité de journaux, une diversité de forces politiques, il y a une société civile extrêmement active. La justice, elle n'est pas indépendante, et ça c'est un énorme chantier. Aujourd'hui c'est l'un des défis, mais je ne pense pas qu'un an et demi pour ce gouvernement-là, avant les élections parlementaires, je ne pense pas qu'il aura le temps de travailler suffisamment sur l'indépendance du système judiciaire. Mais encore une fois, il y a des avocats et des juges indépendants. Le système, par contre, ne l'est pas. Il est souvent soumis à des pressions de la part de l'État. L'armée libanaise et les services de renseignement au Liban, jusqu'à récemment, ne jouaient pas un rôle important dans la vie politique. Depuis quelques décennies ici, et sous l'hégémonie du régime syrien, ils ont essayé de jouer un rôle de plus en plus important. Maintenant, ça c'est aussi un autre défi, comment limiter leur rôle dans la vie politique. Donc ce n'est pas une démocratie, mais ce n'est pas non plus une dictature ou une simple oligarchie, comme certains le disent. Peut-être on était dans un moment de ce que j'ai qualifié de vétocratie, c'est-à-dire qu'on est dans un système où le droit de veto de chaque groupe est plus important que les accords et la vie institutionnelle démocratique. Maintenant aussi, avec ce gouvernement, on peut sortir de ce piège ou de ce dilemme qui nous a piégés pendant très longtemps et espérons que ça va être une transition vers un système plus démocratique. Et si je peux juste parler de la reconstruction, parce que ça c'est un problème qui n'est pas seulement dans le sens humanitaire ou médical, bien que c'est la priorité évidemment, mais même dans un sens politique, qui va reconstruire et comment on va faire face à une corruption durant la reconstruction, si jamais il y a de l'argent qui vient d'une manière abondante de l'extérieur, quelles conditions, qui va dicter ces conditions-là, comment la reconstruction va avoir lieu pour permettre aux gens de rentrer ou de retourner chez eux, sachant que dans l'extrême sud, toute une zone avec des dizaines de villages, cette zone-là est totalement détruite. Ce n'est pas seulement les bombardements, mais on les a vus sur des dizaines de vidéos de soldats israéliens. Ils ont dynamité tout le village, et prétendant qu'il y avait des tunnels sous les maisons, mais il y a des villages qui ont été rasés, détruits, comme Jabalia, comme Shoujaï et comme le nord de Gaza. Et là, le retour est impossible. En plus, il y a 5 points d'occupation qui continuent, qui peuvent aussi rendre le retour dans d'autres localités extrêmement difficiles. Et puis, il y a dans la banlieue sud, dans la Bekaa, loin peut-être de la présence militaire de l'occupation israélienne, il y a aussi des défis énormes.
avec le peu de moyens, comment cela va être négocié. Après la guerre de 2006, qu'on n'a pas évoquée, mais c'est une autre guerre en 2006 d'un mois qui a également dévasté plusieurs zones au Liban, la reconstruction a été possible grâce au fonds des monarchies du Golfe, aussi de l'Iran, et d'une partie de la communauté internationale mobilisée dans le temps par Jacques Chirac pour des raisons affectives, politiques, etc. Et il y a eu quand même beaucoup de scandales après, même si ça a fonctionné dans certains lieux. Comment cela va être aujourd'hui, avec quel fonds, encore une fois, rien n'est clair. Et il y a en plus une administration américaine qui peut ralentir l'aide économique et donc la reconstruction en la conditionnant par rapport au rôle de Hezbollah, en la conditionnant par rapport à la situation régionale et surtout par rapport aux intérêts israéliens. Donc ce gouvernement doit naviguer entre toutes ces questions, toutes ces difficultés, avec en tête les priorités que vous avez soulignées et avec des traumas qu'on n'a pas eu au Liban. On ne les a pas gérés jusqu'à maintenant d'une manière institutionnelle ou collective. Les traumas de la guerre civile, des invasions, des déplacements, des pertes, du fait que c'est extrêmement douloureux de perdre ce qu'on a appelé maintenant en sciences politiques le domicile, de perdre ses repères, de perdre sa maison, de perdre le chez-soi, l'intime, la vie, les souvenirs, les tiroirs, les murs. Ce n'est pas juste une perte et on reconstruit. Il y a quelque chose qui est brisé en nous à chaque fois. Et ces traumas-là n'ont pas été adressés. Et est-ce que ça va être le moment cette fois? Ce n'est pas sûr non plus, vu les moyens et tout l'ordre politique dans le pays aussi. Merci beaucoup. Peut-être Kevin, si tu veux ajouter un point. Peut-être de rebondir juste ce que vous avez dit hier pour un exemple très concret qu'Aurore elle avait mentionné. Il y a 300 PHCC, centres primaires au Liban, pour un petit pays de 250 km par 50 km. Pourquoi? Ce clientélisme dont on discutait s'infuse dans tous les niveaux de la société. Donc pourquoi il existe tellement de PHCC? Quand on a un État et une stratégie nationale qui dit qu'en fait on doit avoir un PHCC par X nombre de kilomètres, c'est parce que les PHCC et les associations à qui appartiennent les PHCC, les centres de santé, sont généralement gérés par des groupes confessionnels qui sont liés à un parti ou l'autre, ou une religion ou l'autre, une communauté ou l'autre. Donc ça veut dire que si on est prenons une zone X et on a 3 PHCC, 3 centres de santé, une appartient aux chrétiens, une aux druzes, une aux chiites par exemple, si on va choisir ce centre de santé qui va rester, c'est lequel qu'on choisit? 3. Les 3. Sinon on ne veut pas froisser cette stabilité qui existe, mais stabilité instable qui existe entre les différents groupes. Et un ministre ne va pas se mettre dans une position politique pour pouvoir se mettre à risque lui-même. Et un autre exemple concret, si on veut se retirer d'un centre de santé, si disons qu'un centre de santé ne travaille pas bien, un jour on voit qu'il y a des soucis de qualité dans un centre de santé, du coup on veut se retirer de ce centre de santé. Et je vous donne un exemple concret parce que ça s'est passé. Ce centre de santé, encore une fois, est généralement lié à un groupe politique ou professionnel. Directement, ce centre de santé, le ministre de la Santé reçoit un appel d'un député ou d'un ministre qui vient de ce groupe confessionnel. Et moi, je reçois un appel directement en train de me demander, et ce n'est pas juste des ministres, c'est des ambassades, qui soutiennent ce groupe ou d'autres, qui m'envoient, qui me font un appel en train de me dire est-ce que tu es sûr que tu veux sortir de là? Donc c'est très 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 difficile à naviguer d'une manière saine et d'une manière claire dans un contexte où tout niveau d'organisation, tout niveau est infusé par ce clientélisme au Liban. Ça rend nos opérations sur le territoire extrêmement compliquées et il faut approcher ça d'une manière vraiment élégante, dans un certain sens, diplomatique. Oui, voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin parce qu'on est pris par le temps. Je voudrais vraiment vous remercier tous les 3 et tous les 5, et même tous les 6 qui sont ici. C'était une discussion vraiment très très riche et merci aussi à l'Agence française de développement de soutenir aussi un projet comme ça, vous l'aurez compris, qui est fondamental pour les populations libanaises et non libanaises voilà, qui vivent des crises par couche. Voilà, un grand merci, c'était un honneur pour moi d'être là aussi avec vous. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Et maintenant, je vous invite en fait à aller à la mezzanine pour aller vous restaurer, parce que vous avez été très sages et très... voilà, une pause bien méritée. Et encore 1000 merci pour votre participation et votre présence. Merci.